Ça va. Mais du coup, avant de vous faire réagir chacun sur tous ces enjeux-là, forcément, la première question, elle est pour vous, François Poupard. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est sur cette LOM et cette loi de programmation? On n'a jamais été aussi près du but, en fait. Bon, d'abord, je voudrais remercier et féliciter TDIE pour ce magnifique travail de recensement, de cartographie, de mise en perspective, qui est très utile pour tous les acteurs, qui fait date et qui régulièrement fixe les idées. Et donc, voilà, c'est un travail tout à fait considérable, qui d'ailleurs nous a donné à nous-mêmes du travail considérable, parce qu'il a quand même bien fallu les trouver, ces données sur les cartes et tout. Mais c'est bien que ça a été réuni dans un même recueil. Alors, je voudrais faire un tout petit détour avant de ne pas vous donner de scoop, en fait. Ah bon, c'est dommage. Les journalistes adorent ça. Bon, il y a eu un débat, effectivement, en tout début de quinquennat sur, je dirais, l'ampleur des restes à payer sur les infrastructures de transport et plus généralement sur le décalage considérable entre tout ce qu'on avait dit qu'on ferait et les capacités budgétaires telles qu'on pouvait les anticiper. Alors, je voudrais m'attarder 2 minutes là-dessus. Bon, il y a eu pas mal de réflexions sur la part des infrastructures de transport, des nouvelles infrastructures de transport et puis de l'entretien des existantes par rapport au PIB du pays, pour se rendre compte que, le professeur Savy l'a dit, on est dans la bonne moyenne en France, ni trop ni trop peu, et on pourrait estimer que la France, grand pays moderne, consacre un tout petit peu plus par rapport à son PIB dans ce domaine. Mais si on prend un tout petit peu de recul, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce fameux discours de Rennes? Alors évidemment, on n'a pas fait les choses tout à fait dans l'ordre où on avait dit qu'on les ferait, mais il y a eu tout d'abord un grand débat sur les infrastructures du Grand Paris. Alors il est passé un tout petit peu inaperçu quand on regarde les choses au niveau national, mais enfin pour les Franciliens c'était important. Et on s'est posé la question, après la décision des Jeux Olympiques, de savoir ce qu'il fallait livrer pour les JO. Et au terme d'un long travail à la fois technique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on serait capable de réaliser comme infrastructure, et puis aussi financier, qu'est-ce qu'on serait capable de financer, le Premier ministre a pris la décision d'un programme représentant un peu plus de 17 milliards d'euros à l'échéance des Jeux Olympiques, dont c'est allant sur les 6 ans qui restent, ou 5 ans qui restent à s'écouler. Bon, 17 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. Et évidemment, cet argent, quel que soit le circuit d'ailleurs, que ça passe par une taxe affectée, la Société du Grand Paris, etc., à un moment donné, tout ça, c'est des prélèvements obligatoires, et à un moment donné, tout ça est consacré aux infrastructures de transport. Alors, évidemment, mes petits camarades de la rue de Bercy ont bien essayé de mettre ça dans le budget normal des transports, et on a fini par argumenter que ça ne devrait pas être dans ce budget normal et qu'il fallait que ça soit un budget à part. Mais enfin, c'est quand même de la dépense publique, c'est quand même des prélèvements obligatoires. La deuxième chose qui s'est passée, c'est une loi ferroviaire. Alors, il y a encore un tout petit peu de grève, là, on a tendance à se dire que c'est terminé. Il ne faut jamais réveiller le loup qui dort, d'ailleurs. Mais au terme de ce débat, on a beaucoup parlé du statut des cheminots, du sac à dos social. Et puis, il y a un petit point qui a donné qui a été l'objet d'une déclaration du Premier ministre il y a à peu près 10 jours, qui passait un petit peu inaperçu dans le débat, mais pas pour les spécialistes. L'État a décidé de reprendre une partie de la dette ferroviaire et d'augmenter les investissements de SNCF Réseau par rapport à ce qui était prévu. Les 2 chiffres magiques, c'est 35 milliards de dettes ferroviaires reprises par l'État et 200 millions d'investissements supplémentaires par rapport à un chiffre qui était déjà de 3,6 milliards d'euros. Donc on passe de 3,6 à 3,8. Eh bien, tout ça, c'est aussi des finances publiques. Et 35 milliards d'euros, c'est des chiffres qui donnent le tournis. Enfin, on a du mal à se préoccuper. Alors évidemment, c'est de la reprise de dette, mais enfin, ça veut dire quand même qu'il y aura des charges. Et les charges de la dette ferroviaire sont à peu près de 3%. Je vous laisse faire le calcul. C'est des charges annuelles supplémentaires qui représentent elles aussi une part du PIB, parce que tout ça, c'est des prélèvements obligatoires et tout ça, c'est des dépenses publiques. Donc la part de PIB de cette charge est quand même de l'ordre de 0,1 quand même, 0,1% va être consacrée à l'amortissement, ou plus exactement au financement des intérêts de la dette ferroviaire. Donc on n'avait pas commencé cet exercice sur les infrastructures, et il s'était passé déjà 2 choses très importantes dans le domaine des transports
qui viennent peser sur l'équation budgétaire et financière de notre pays. Et évidemment, on peut se dire que la reprise de dette, on aurait pu le faire quand on a créé RFF il y a 25 ans, mais on ne l'a pas fait. Et puis on aurait pu le faire quand certains ont fait une loi ferroviaire en 2014, mais on ne l'a pas fait. Et donc on l'a fait cette année. Et voilà, c'est un événement, alors à mon sens, totalement considérable, parce que ça redonne une perspective à la SNCF. Ça lui permet de rentrer avec confiance dans un monde plus ouvert et plus concurrentiel. Mais enfin, à un moment donné, il va bien falloir que le contribuable mette la main à la poche. Alors du coup, j'ai fait ce petit détour pour expliquer pourquoi c'est un petit peu difficile de décider. Et pourquoi je ne viens pas avec un scoop en disant, comme l'expliquait, comme le souhaiterait peut-être Bruno Cavagné, qu'on est dans le scénario 3+. Voilà. Bon. C'est pas tout à fait comme ça. Et là, vraiment, on compte à la dizaine de millions d'euros sur un total qui va s'élever entre 2,4 ou 3,6 milliards par an. Et je peux vous dire que chaque million, chaque centimètre est gagné dans un âpre débat interministériel. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc, nous sommes dans les toutes dernières discussions interministérielles. Il y a une réunion des ministres cette semaine pour trancher les grandes options à la fois de la loi d'orientation des mobilités et de la loi de programmation. On a acté un certain nombre de priorités. La toute première priorité, c'est de mieux s'occuper des infrastructures existantes. Donc, les crédits de régénération qui ont été sacrifiés depuis une dizaine d'années, on est descendu bien en dessous de la ligne de flottaison, ce qui a généré un retard d'entretien et donc une espèce de dette grise. Nous sommes convenus que c'était la première priorité. Je vais vous donner un chiffre en fait. Tous les ans, on construit des infrastructures neuves. Donc, ce qu'on fait en route et en fer, c'est inférieur à 1% du stock. Voilà. Donc ça focalise toute l'attention. Mais tout ce qu'on fait sur le reste, le 99%, ça passe un petit peu inaperçu parce que on bouge des ornières. Si on les bouge l'année prochaine, c'est pas très grave. Nous avons, comme en 2005, réalisé un audit sur le ferroviaire. Nous avons fait cette année un audit sur le routier, d'ailleurs avec la même équipe issue de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, et qui nous a raconté un petit peu la même histoire sur les grandes voiries nationales. Donc les routes nationales, vous voyez ce que c'est, toutes les grandes voiries urbaines à 86, etc. Et puis les voiries interurbaines à 75, à 20. Eh bien, si dans les 10 ans, nous ne rehaussons pas le niveau d'entretien structurel de ces voies d'à peu près 50%, alors dans 10 ans, on aura la moitié des chaussées qui sera dans un état de surface dangereux, c'est-à-dire gênant la circulation, et un tiers des ponts qui risquent de s'écrouler. Voilà. Donc c'est quand même un sujet tout à fait sérieux et qui a guidé cette toute première priorité de la loi de programmation. La deuxième priorité, c'est ce qu'on a appelé les transports du quotidien. Alors les transports du quotidien, c'est un petit peu le pendulaire, mais c'est plus subtil que ça. C'est les transports que prennent les gens tous les jours et qui sont en général conventionnés avec des abonnements, etc. À l'inverse de l'open access, de l'autoroute, du TGV, où pour le prendre tous les jours, il faut commencer à être un homme d'affaires. Ou alors habiter au Mans et être cheminot. Bon. Mais pour les gens normaux, ça coûte quand même un peu cher tous les jours le TGV. Et donc on est sur le mass transit, on est sur des transports qui sont totalement indispensables au fonctionnement des métropoles et des régions. Et c'est là aussi un créneau qui a été négligé pendant 10 ans parce qu'on a passé beaucoup d'argent et beaucoup de temps à faire des lignes des LGV. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des réseaux, en particulier dans les grands nœuds urbains, des réseaux ferroviaires qui sont en difficulté. Leur état est mauvais, il y a des problèmes, y compris de sécurité. Et quant au réseau routier, c'est la même chose. Donc, priorité au transport du quotidien et donc à des opérations qui vont s'intéresser plus aux nœuds qu'aux axes et plus, je dirais, au transport régional ou urbain aux grandes lignes à grande vitesse interurbaine. Et puis également, la troisième idée, c'est de favoriser les nouvelles mobilités et donc de s'extraire un petit peu de la façon dont on raisonne habituellement et d'avoir des financements dédiés à l'innovation, dédiés à la route intelligente, dédiés à la voiture autonome, dédiés à des nouvelles mobilités qui ne sont pas forcément
une infrastructure, un véhicule, un conducteur, mais qui pourrait être du covoiturage, de la voiture partagée, des choses comme ça. J'y reviendrai avec des dispositions de gouvernance dans la LOM qui favorisent également ce type de mobilité. Voilà, donc l'idée générale, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, c'est qu'est-ce qui reste pour les grands projets. Et donc, c'est là où on a un petit exercice d'édredon et de valise. Et la problématique a été abordée sous l'angle, d'ailleurs, avec les suggestions du Conseil d'orientation des infrastructures, sous l'angle de quand on a une ligne, par exemple, pour aller de Bordeaux à Toulouse ou pour aller de Marseille à Nice, cette ligne comporte des travaux sur la section courante, mais aussi des travaux dans les nœuds urbains. Et nous sommes convenus de commencer par les nœuds urbains parce que c'est là, dans ces grands projets, c'est là où se porte la priorité d'évidence. Tant que les nœuds urbains auront leurs difficultés de fonctionnement, eh bien, c'est pas la peine de dépenser des milliards d'euros à faire une LGV entre les nœuds urbains. Il faut résoudre cette question prioritairement, ce d'autant que ça améliorera non seulement la situation pour l'interurbain, mais aussi pour les gens qui se déplacent en TER ou même en intercité. Pardon. Et enfin, alors là, je fais un petit zoom sur le ferroviaire. Il y a une idée sur laquelle on travaille avec SNCF Réseau, qui ne sera pas forcément dans la loi de programmation en tant que telle, mais qui sera une priorité des SNCF Réseau. Il y a la question de passer aussi de l'infrastructure au service, c'est-à-dire comment optimiser l'infrastructure. Et comment... alors, c'est frappant, on a des zones en France où, quand on a un train toutes les 20 minutes, l'infrastructure est saturée. Et puis, on a des zones en Ile-de-France où vous avez un train toutes les 90 secondes. Et donc, c'est bien qu'entre les deux, il y a des questions d'exploitation et des questions de signalisation. Et il y a probablement des investissements beaucoup plus rentables à faire sur ces sujets-là aujourd'hui, en particulier dans les zones congestionnées, qu'à faire des infras neuves où on fera se succéder les trains aux 20 minutes, ce qui est finalement pas très fréquent quand on y réfléchit. Voilà. Donc, toutes ces priorités sont effectivement dans la réflexion pour la loi de programmation. La loi de programmation se présentera sous forme d'un tableau, avec un tableau qui va s'écouler sur une dizaine d'années, et peut-être même avec des indications sur les 10 ans qui suivent, mais en tout cas sur les 10 premières, ça c'est sûr, avec une première phase dans le quinquennat où les choses sont relativement précises, et sur les 5 années suivantes, peut-être un peu moins. On aura des grands chapitres, donc je les ai mentionnés, régénération, transport du quotidien, nouvelle mobilité, grandes infrastructures. Et puis dans les grandes infrastructures, on aura une liste avec les grandes infrastructures qui seront désignées parce qu'on est sur des paquets à plusieurs milliards de pièces, donc on n'aura pas un paquet grandes infrastructures au pluriel, on les détaillera. Enfin, et puis peut-être c'est mieux d'échanger, mais sur la loi de programmation, on va bien quand même être obligé de réintégrer le canal Seine-Nord et Lyon-Turin, même si habilement le Conseil d'orientation des infrastructures les avait un peu mis de côté. On a une toute petite interrogation. Avec les Italiens peut-être ? Absolument, absolument. C'est pour ça que je dis habilement. On a une toute petite interrogation sur ce que veulent exactement les Italiens. Ça n'est pas clair. Alors, je dois dire qu'avant les élections en Italie, ça n'était pas non plus très clair. Mais là, ça s'est un tout petit peu obscurci encore. Donc, on va peut-être attendre un peu que les choses s'éclaircissent. Voilà. Un tout dernier mot sur la LOM, parce que la LOM n'a évidemment pas que l'aspect programmation des infrastructures. Il y aura différents chapitres dans la LOM. Je voudrais en citer quelques-uns. Le premier, c'est effectivement, Louis Nègre l'a dit, c'est de refabriquer une gouvernance des mobilités qui ne soit pas simplement une gouvernance des transports publics, mais qui soit bien une gouvernance des nouvelles mobilités et qui puisse être, dont puissent s'approprier les collectivités, pas simplement les plus grandes. Et donc on aura un mécanisme qui incitera les villes moyennes, qui aujourd'hui ne sont pas autorités organisatrices des transports, qui leur donnera des moyens avec un versement mobilité, un versement transport interstitiel à faible taux, pour développer non pas forcément des métros, mais surtout des nouvelles mobilités. Et donc là, cette loi sera vraiment une loi incitant les collectivités, quelle que soit leur taille, à se saisir de ces nouvelles mobilités, parce qu'on voit bien que ça bouillonne beaucoup, et nous sommes persuadés qu'il y a besoin d'une gouvernance publique. Le marché ne fait pas tout,
Et si le marché faisait tout en matière de transport, ça se saurait. Et puis il y a un chapitre sur le verdissement des mobilités. Donc Louis Nègre a cité un plan vélo, la ministre y tient beaucoup. Et puis aussi des dispositions sur l'électromobilité, quel que soit le véhicule d'ailleurs, y compris dans le maritime, avec un certain nombre de dispositions qui seront aussi reprises dans le plan pluriannuel de l'énergie, parce que tout ça est lié au développement des infrastructures de recharge. Mais il y a une cohérence sur ce sujet. Et puis un certain nombre de dispositions sur les mobilités inclusives. L'idée, c'est non seulement de développer les nouvelles mobilités, mais c'est aussi de développer les mobilités nouvelles pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ont des difficultés à se déplacer, donc avec une attention particulière. Voilà, je pourrais détailler, mais je crois que c'est peut-être mieux de laisser la place au débat.